Bonjour, nous nous retrouvons pour ce quatrième et dernier épisode de notre série d'émissions consacrée à la matière noire. Nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Palanque de la Brouille, qui nous a expliqué ce problème de la matière noire, cette matière dont on détecte la présence. Elle agit sur le mouvement des galaxies, mais on ne connaît pas sa nature. Vous nous avez expliqué tous les candidats qui ont été envisagés, certains ont été éliminés. Il y a quelques espoirs qu'une particule hypothétique qui s'appelle le neutralino et qui pourrait être découverte ou est lâchée, le grand collisateur du CERN, pourrait être détecté dans les prochaines années. Est-ce que vous allez comment est-ce que vous attendez ce genre d'événement? Est-ce que vous êtes impatiente? Est-ce que vous faites des paris entre vous sur la bonne solution? Qu'est-ce qui, finalement, féconde et irrigue la passion du chercheur? Sur la problématique de la matière noire, il se trouve que c'est une véritable énigme scientifique. C'est une enquête qui est menée depuis maintenant 80 ans. Donc je crois qu'il y a largement de quoi trouver une motivation pour continuer cette série d'investigations. Il est vrai que j'attends avec une certaine impatience les résultats du LHC parce que, comme on le disait dans les émissions précédentes, on a quand même couvert un certain spectre de candidats, on en a éliminé un certain nombre et maintenant, vraiment, il y a tout de même beaucoup d'espoirs qui sont portés sur cette particule supersymétrique et donc on espère vraiment que le LHC validera l'existence de cette particule et qu'on pourra ainsi peut-être clore définitivement le dossier matière noire qui est ouvert depuis si longtemps. Et vous avez l'air tout à fait passionné, enthousiaste, etc. Oui, oui. Est-ce que ça signifie que dans une vie de chercheur comme la vôtre, il n'y a jamais de phase de découragement? Est-ce qu'il y a des moments où on a envie de changer de sujet parce que les choses se passent mal ou bien parce que, à propos des théories dont on a parlé, qui vont au-delà du modèle standard, c'est très compliqué. Est-ce qu'on n'a pas parfois la crainte d'être dépassé, d'être perdu, d'être... Ah ben, c'est sûr qu'il faut rester actif à tout moment et il ne faut pas abandonner ou baisser les bras en se disant ça ne marchera jamais. Je crois que jusqu'ici, l'histoire le montre. Il y a souvent eu des déboires, des résultats qui ne sont pas ceux que l'on attendait, mais en général, l'explication ultime vaut largement toutes les années qu'on aura passées à rechercher, à faire des recherches sur une thématique particulière. Et la matière noire est quand même un dossier suffisamment épineux pour que l'on ne souhaite pas l'abandonner en cours et que l'on veuille absolument pousser à terme toutes les recherches qui sont menées sur cette thématique. Alors je voudrais discuter avec vous d'un autre aspect de vos activités. Vous faites beaucoup d'interventions dans les lycées. Vous avez récemment participé à l'écriture d'un livre avec Hubert Reeves qui s'appelle, je crois, Petite histoire de la matière et de l'univers. Tout à fait. Ouvrage qui vient de paraître aux éditions Le Pommier. Oui. Donc vous êtes engagé d'une certaine façon, en tant que scientifique, dans la vie de la cité. Oui. Or, les bruits qui nous viennent de la cité, les informations que nous avons, sont parfois de mauvaises nouvelles. Par exemple, on voit bien que le nombre d'étudiants qui s'inscrivent dans les filières scientifiques, notamment la physique, est en décroissance rapide dans tous les pays développés. Donc, ce n'est pas un effet, c'est pas un problème français, c'est un problème tout à fait. qui est presque lié à une fatigue de notre civilisation vis-à-vis de la science. Je sais que vous êtes parfaitement informé de tout ça, mais quelle est la lecture que vous faites de cette évolution? Est-ce qu'elle vous semble irréversible? Est-ce que c'est un moment de crise qu'on va dépasser? Et quelles sont les actions que les scientifiques pourraient mener afin de contrecarrer cette tendance? Alors, je me permets de vous poser la question parce que quand on vous écoute, on sent votre enthousiasme, votre détermination, quand même 10 ans sur une manip, il faut une sorte de foi quand même. Il faut croire à quelque chose. On se dit, mais c'est passionnant, on comprend mal que des jeunes étudiants, scientifiques notamment, puissent rêver de faire autre chose. Ce que je crois, c'est qu'ils ne connaissent pas justement le plaisir qu'il y a à faire de la recherche. Ils ne sont pas suffisamment au contact de chercheurs, ils ne voient pas suffisamment ce qu'est le métier de chercheur pour réaliser à quel point... Mais ça, c'est vraiment dommage. Ils ne devraient pas être chercheurs parce que c'est un métier absolument passionnant. Quelle que soit la thématique de la recherche, c'est typiquement ce jeu de monter une enquête, de trouver quels sont les suspects que l'on peut confronter et de finalement en blanchir certains, en accuser d'autres jusqu'au bout. C'est un métier passionnant. C'est vrai que l'histoire de la matière noire que vous avez racontée, c'est une sorte de roman policier. Oui, mais il y en a d'autres. Et ce n'est pas qu'en physique, en médecine également. Il y a un grand nombre de recherches qui finalement évoluent sur le même principe. Et ce que je crains, c'est que les étudiants en particulier ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas été suffisamment informés, ils n'ont pas eu suffisamment de contact avec le monde de la recherche pour comprendre ce que sont les enjeux de la recherche.
Et moi, effectivement, donc, depuis un certain nombre d'années, j'essaye de montrer le plaisir qu'il y a à faire de la recherche, non seulement par, en présentant le métier, mais en présentant ce que l'on y fait dedans. Et que ce soit auprès des lycéens ou auprès des jeunes enfants, fort heureusement, il y a un certain nombre d'animations qui sont menées, comme un festival d'astronomie dans le Gers qui est mené tous les ans autour de la nouvelle lune pour que l'on puisse faire des observations nocturnes. À Florence, c'est ça ? À Florence, tout à fait, dans le Gers. Et là, on accueille des enfants à partir de l'âge de 4 ans. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que quel que soit l'âge, ils sont tout aussi passionnés. Certaines animations qu'on réservait pour les plus jeunes, finalement, ce sont des enfants de 10-12 ans qui nous disent « mais moi aussi, je voudrais pouvoir faire cette animation parce que finalement, elle plaît à tout le monde ». Et je crois que le plus grand problème aujourd'hui, c'est le manque de communication entre le plaisir de mener sa petite enquête et de la voir aboutir et ce que l'on croit, vu de l'extérieur, qu'est la recherche. Est-ce que ça veut dire que vous estimez que ce type de problème devrait être davantage commenté dans les cursus mais oui, tout à fait. universitaires ou même au lycée, qu'on entende mais parler? Même au lycée, même au collège. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. Alors évidemment, il y a des programmes à boucler, il y a tout un certain nombre de connaissances qu'il faut inculquer aux élèves dans un certain délai, mais je crois que tout ce qui concerne la physique, tout ce qui concerne les sciences devrait leur être présenté dès le plus jeune âge. Il n'y a pas d'âge pour commencer à se poser des questions. Mais ce que vous dites n'est pas dans l'air du temps, vous le savez. N'est absolument pas dans l'air du temps. Il est prévu que la réforme du lycée diminue les horaires dès la seconde, et même supprime en seconde l'enseignement de la physique. Oui, mais ça c'est absolument déplorable de mon point de vue. Et ce que j'espère, c'est que peut-être si on n'a pas la possibilité de mettre un véritable cursus de physique dès la primaire, que l'on puisse avoir des interventions comme ça, des animations, des présentations ludiques, parce que la physique c'est ludique et je pense que tout le monde doit s'en rendre compte et doit pouvoir le palper. Et j'aimerais que sur des échelles de temps relativement courtes, parce que je me rends bien compte qu'il n'est pas possible peut-être de mettre 3 heures de physique par semaine dès le CP, mais je crois que dès les plus jeunes âges, on devrait pouvoir aborder la physique, aborder pourquoi pas le problème de la matière noire, ou d'autres connaissances plus fondamentales en physique, mais qui permettent d'expliquer des phénomènes de tous les jours. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, qu'on doit pouvoir, à petite dose, leur montrer le Ce qui est passionnant, me semble, dans ce que vous faites et dans la physique en général, c'est quand on raconte des histoires. On raconte comment un problème est apparu, il est apparu de façon marginale, on ne l'a pas pris au sérieux pendant un certain temps, puis il se remonte d'une autre façon, gagne en gravité, finit par convaincre la communauté de son existence, puis ça mobilise cette communauté qui aboutit aux conclusions que vous avez rappelées. Là, ça devient passionnant. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans l'enseignement des sciences, à tous les niveaux, non pas toujours présenter la physique comme des équations qui arrivent on ne sait pas trop d'où pour résoudre on ne sait quel type de problème, se contenter à des niveaux de CP ou de classe vraiment élémentaire, demander aux enseignants de raconter des histoires de sciences, des découvertes par exemple, ou des problèmes contemporains, enfin bref, ce qu'ils se sentent capables de raconter, Pasteur, ou bien Galilée, ou bien Einstein, et que l'intérêt pour la science en général serait aussitôt éveillé de façon irréversible. En fait, ce dont on se rend compte dès qu'on a quelques interventions, quelques possibilités d'intervenir auprès des enfants, c'est qu'ils sont toujours passionnés. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on laisse cette passion s'éteindre avant de leur introduire justement la physique. Il faudra passer par les étapes des équations à un moment donné, c'est inévitable si on veut pouvoir aller plus loin. Mais par contre, l'intérêt, susciter justement cette curiosité qui est naturelle chez tous les enfants, ça doit être fait effectivement dès le plus jeune âge. On peut même... quel que soit le domaine, je pense par exemple aux anecdotes. Des anecdotes, il y en a partout, des petites histoires, les petites histoires de la physique ou de la médecine. Alexandre Fleming qui découvre l'antibiotique par le plus grand des hasards en ayant oublié une petite boîte de piéterie dans son tiroir pendant les grandes vacances et qui voit le champignon développé qui a mangé les bactéries. Les tiroirs jouent un rôle important. Ah, les tiroirs jouent un rôle important. Becquerel, la radioactivité, c'est l'histoire de tiroirs. Tout à fait, c'est pareil. Non, mais il y a des tas de petites histoires comme ça qui montrent le côté amusant de la science et que l'on devrait pouvoir effectivement présenter à tout le monde. Alors pour revenir à votre propre histoire, comment avez-vous senti la première étincelle? On en a un petit peu parlé dans la première émission, mais on a vite passé à autre chose.
vous rappelez de vos souvenirs d'enfance, est-ce qu'il y a une occasion, par le biais familial ou par l'école? Par le biais familial ou par l'école, relativement peu finalement, mais quelques livres comme ça qui m'ont fait rêver. Des livres, l'astronomie fait rêver, je crois, assez facilement. Des livres d'Hubert Reeves, justement, qui très tôt m'ont montré de très belles images, m'ont montré des choses belles, qui étaient relativement artistiques et que j'avais envie de comprendre un petit peu plus loin. Mais c'est vraiment en démarrant cette thèse que le sujet de la matière noire m'a agrippée, ne m'a plus lâchée. Et je n'imaginais pas qu'on puisse faire de l'astronomie de façon professionnelle. Ça paraissait trop ludique pour pouvoir être un métier, mais finalement, Et qu'allez-vous faire quand le problème de la matière noire sera résolu? Oh, j'aurais bien d'autres problèmes sur lesquels me pencher. Déjà actuellement, je m'implique sur un autre projet d'énergie noire dont vous parlerez probablement dans une émission Alors, future. Tout ce qui est problématique est noir en physique, c'est quand même bizarre. Ah bah, il y a eu le corps noir au XIXe siècle. À défaut de comprendre. Ah, le corps noir est bien compris, ceci dit, aujourd'hui. Oui, mais il a été appelé noir alors qu'il n'est jamais noir, sauf quand la température est nulle. Mais bon, mais il y a quand même un usage. Je pense qu'il y a un vocabulaire propre. Oui, très spécial, qu'on très a du mal à oui, transmettre. Tout à fait. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu de la recherche, de trouver le vocabulaire qui puisse expliquer ou tout au moins caractériser un certain nombre d'objets, de matières, d'énergie. Et le noir a tendance à englober quand même tout ce que l'on ne connaît pas. D'accord, donc vous êtes reparti dans une série d'observations pour résoudre des problèmes différents de ceux de la matière noire. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on explorera vraiment en détail avec Marc Lachesserette dans une prochaine émission. Mais peut-être qu'on peut rappeler pour nos amis spectateurs que la physique est au bord d'une sorte soit de crise, soit de révélation, puisqu'on s'est rendu compte que la matière que nous connaissons bien, celle qui nous constitue, nos chaises, nos corps, les planètes, les galaxies, ne représente qu'une toute petite partie du total, c'est 4%. Le reste, c'est la matière noire dont la nature, malgré tous vos travaux, demeure inconnue. Et constitue à peu près 25%. Voilà. C'est presque 70% du total. Oui, c'est plus de 70% du total. C'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Voilà, ce n'est même plus de la matière, et donc là, c'est... C'est un grand mystère. C'est un grand mystère, indiscutablement. Donc ça veut dire que pour les jeunes qui nous écoutent, les étudiants notamment, il y a absolument cette idée dont il faut qu'ils soient convaincus que la physique n'est pas terminée. Il y a de quoi faire. Certain. Et nous avons besoin d'eux. Il y a en ce moment à Paris un festival du film scientifique qui s'appelle Paris Science. Vous êtes la marraine, je crois, du prix des lycéens. Prix des lycéens, tout à fait. Et donc ça vous a amené à rencontrer des jeunes et puis surtout à regarder, à visionner un certain nombre de films. De documentaires scientifiques. Quel est, d'après vous, l'état de la situation de la production cinématographique? Est-ce qu'il y a beaucoup de films sur la physique? Ou est-ce que la science est abordée par des biais plus proches des préoccupations de la société, la médecine, l'environnement? Aujourd'hui, de fait, depuis 2 ans, les films qui sont proposés aux lycéens sont beaucoup plus orientés vers l'environnement et la médecine. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'approche qui est présentée dans ces films, que ce soit sciences de la Terre, sciences du climat ou médecine, c'est toujours cette même approche scientifique, c'est toujours mené de la même façon, avec des énigmes, des enquêtes et des résolutions ou alors d'autres questions, parce que finalement une enquête n'aboutit pas toujours par une conclusion, elle aboutit parfois par une nouvelle question qui a parfois encore plus d'impact que la première question qui était posée. Et dans tous les films que j'ai pu visionner à l'occasion de ce festival Paris Science, la démarche scientifique est présentée de la même façon. Et ce qui m'a beaucoup plu en interagissant avec les professeurs qui participaient à ce jury et les lycéens, c'est de voir que tout n'est pas perdu, parce que les lycéens sont intéressés par ces présentations de documentaires scientifiques. Même s'il est vrai que spontanément, ce ne sont pas les documentaires qu'ils vont aller chercher à la télé ou même au cinéma, mais l'approche scientifique les intéresse. Il n'y a pas de doute, et donc il y a vraiment de quoi faire. Il vous reste à réaliser un film sur la matière noire, en noir et blanc ou en couleur, ça sera à vous de décider. En tout cas, merci pour toutes ces explications, et à bientôt pour une nouvelle série d'émissions, cette fois sur un autre sujet de physique. Au revoir. Merci à vous.